Salut et bienvenue dans Fade Away, le podcast qui prend du recul sur l'actualité basket. Ici on analyse et on décrypte tout ce qui fait le quotidien de la Grande Ligue. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Anthony for three. Bang! That one goes down and the game is tied. C'est un épisode qui me fait très plaisir aujourd'hui parce que ça fait plusieurs semaines que j'ai envie d'en parler, que j'ai envie de le faire, cet épisode sur la draft 2026. Donc je vais en parler longuement avec mon invité, c'est hyper intéressant. Vous allez voir cette conversation que j'ai eue. Mais avant de commencer, je voulais juste passer un message. Rendez-vous le 23 juin prochain sur la chaîne Twitch de Fade Away parce qu'on va vivre tous ensemble la draft 2026. Moi, je serai en direct à ce moment-là pour suivre cette draft. Donc, vous êtes évidemment le bienvenu sur la chaîne Twitch de Fade Away le 23 juin prochain. Et puis, si vous n'êtes pas encore au courant de tout ce qui va se passer au niveau de ces drafts, on va en parler en détail avec mon invité. C'était hyper intéressant, donc je vous souhaite évidemment une bonne écoute. Mon invité du jour, et je suis très content de l'avoir avec moi, c'est Titouan. Salut Titouan, comment ça va? Bah, ça va très bien, merci pour l'invitation. Bah écoute, pas de souci, merci d'être venu. Alors, comment je peux te présenter? Est-ce que je peux t'appeler comme un scout? En tout cas, tu bosses pour Envergure. Présente-nous un petit peu ce que tu fais, s'il te plaît. Je pense que ce serait un peu une insulte de m'appeler scout. Ça serait un peu une insulte envers les vrais scouts professionnels qui font ça vraiment, enfin qui en font leur métier. Mais je suis un fan de sport de manière générale et de basket, de NBA. Et depuis quelques années, ça va depuis 2020, c'était pendant le Covid où, comme beaucoup, on avait un peu de temps à tuer. Et j'en ai profité pour en apprendre un peu plus sur l'analyse des prospects, tout ça, et m'intéresser un peu plus à la partie draft et la partie scouting qui est... En fait, j'ai toujours été intéressé par la partie analyse du jeu, le basket, mais en fait, la partie analyse des joueurs, des prospects, c'est quelque chose qui est totalement différent, parce que vraiment, il faut analyser plein de... Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il faut vraiment analyser la façon dont bouge le prospect, ses hanches, ses chevilles, etc. Enfin, c'est vraiment des petits détails super intéressants, mais voilà, qui sont vraiment très, très précis. Et du coup, j'en ai profité pendant la pause du Covid, enfin pendant le temps mort un peu du Covid, je me suis un peu pas mal renseigné là-dessus, notamment auprès de Alan Guillou que je salue, qui est, je sais pas si tu le connais, mais qui est assez connu dans le monde dans la communauté Oui, francophone je pense. de basket, qui est maintenant, alors qui était assistant coach à Santa Clara et qui maintenant, si je ne dis pas de bêtises, qui est passé un peu dans les bureaux. Voilà, à un poste un peu plus, je sais plus quel poste précisément, mais un poste un peu plus à responsabilité. Ok. Je veux pas dire de bêtises, mais bon, bref. Et donc du coup, pour ma part, donc voilà, depuis 2021, je m'intéresse un peu au scouting et aux jeunes prospects. Et donc j'avais commencé avec la draft 2021 et depuis chaque année j'ai commencé à faire ça avec le Café Crème Sport. Au début j'avais rejoint le média Omnisport Café Crème Sport. Euh, et depuis 2 ans maintenant j'ai rejoint Envergure qui est un peu la référence du scouting amateur en France. Ouais, ce que j'allais Euh, dire. donc, euh, donc voilà, et qui a formé d'ailleurs à Envergure, qui a formé pas mal de gens qui sont maintenant passés vraiment du côté professionnel. Je pense évidemment à Alan Guillaume, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont passés par Envergure et qui maintenant font de la partie scouting et du moins du basket vraiment leur métier, quoi. Ouais, ouais, ça marche. Bah déjà, j'en profite déjà pour ceux qui nous écoutent, hein. Si jamais si jamais ça vous intéresse tout ce qui est prospect, les cracks de demain, n'hésitez pas à aller voir ce que fait Envergure parce qu'ils font vraiment un travail de dingue. En tout cas, écoute, tu parles de scouting, etc. Ça tombe bien parce que fin juin, là, le 23 juin, il y aura la draft qui va arriver. Et cette classe de draft 2026, tout le monde en parle, tout le monde est hype. Je vais te poser une question directement. Moi, en tout cas, j'ai l'impression que cette classe de draft 2026, elle est all-time. Mais est-ce que pour toi, on peut vraiment la classer, on peut vraiment la mettre top 3 ou top 5 des meilleures classes de draft all-time? Déjà, je pense que si on veut être tout à fait franc et pas trop hyper les gens pour rien, je pense qu'il faut dire que la draft, on l'évaluera dans 4-5 ans. C'est dans 4-5 ans qu'on Ouais. pourra voir et regarder à quel niveau elle était. Mais en tout cas, les potentiels et les projections qu'on fait de pas mal de joueurs, on va dire que c'est une draft qui, tout en haut,
euh, n'a pas le joueur ou les deux, trois joueurs qui ont, enfin du moins pour ma part, où j'ai pas des attentes démesurées comme je pouvais l'avoir pour un Dylan Harper ou un Cooper Flag, par exemple. Euh, pour ma part, par exemple, je sais qu'il y en a beaucoup, il y a eu un peu ce sujet-là tout au long de la saison. Pour moi, Cooper Flag, s'il était éligible à la draft 2026, il serait numéro un, il y aurait même pas de débat en fait. Il y aurait eu lui et les autres. Donc c'est-à-dire que Ok. tout en haut, je pense que des prospects comme Cooper Flag, voire même Dylan Harper, étaient de meilleurs prospects que ce qu'on a là actuellement. Par contre, je pense que derrière ça, la draft 2026 est très très profonde, c'est-à-dire que jusqu'à la fin de loterie, voire même début de top 20, tu peux réussir à trouver des joueurs qui vont être, alors peut-être pas des superstars, mais qui vont être d'excellents joueurs qui vont faire de très bonnes carrières en NBA et pas juste des role players de bout de banc. Là où à la draft 2025, par exemple, pour comparer avec du récent, là encore on verra au bout de quelques années, mais je pense que la draft 2025 c'était plutôt un top 3, top 5 qui était très chargé en talent, et tout de suite derrière on tombait très vite en termes de qualité. Là où la draft 2026 ça va plus être top 2, 3 qui est très talentueux, mais peut-être pas autant que certaines drafts, mais par contre en fait le talent il va ouais, jusqu'au top 10, top 15, voire même un peu plus loin. Ouais. Ouais, donc aujourd'hui, par exemple, on va y venir tout de suite, mais aujourd'hui, un AJ Bonsa ou un Peterson, pour toi, ça a moins de potentiel qu'un Cooper Flag qui est annoncé comme le futur visage de la ligue, en tout cas le visage américain de la ligue. C'est ça, je pense que on va peut-être en parler un peu plus en détail de ces gars-là, mais je pense que des gars comme Peterson, comme Dibansa ou même comme Boozer, qui font partie des noms qui sont annoncés toujours, on va dire, dans les trois premières places, c'est des joueurs qui, selon moi, ont le potentiel d'être probablement des All-Stars. Peut-être même que dans le lot, il y en aura un qui aura quelques sélections dans des All-NBA teams, mais je pense pas que ce soit des futurs franchise players quasiment lock, vraiment à la Cooper Flag, ou comme tu le dis, Cooper Flag, c'est vraiment le visage attendu de la NBA. Je pense qu'on a probablement quelques All-Stars, peut-être un ou deux futurs All-NBA, mais pas plus. Ce qui est déjà très très bien. Il faut bien se rendre compte que toutes les drafts ne peuvent pas se permettre de sortir 4-5 All-Stars dans sa QV, quoi. Et ben justement, on va en parler tout de suite. Bon, a priori, j'ai l'impression qu'il y a moins de suspense qu'avant, mais toi, je te demande ton numéro un. AJ Bonsa, Darin Peterson, tu mets qui numéro un cette année? Euh, alors déjà, mon numéro un, c'est aucun des deux. Ah ouais? Ok. Oui, alors mon numéro un, c'est Michael Brown Jr., Ok. qui est un porteur de balle de Louisville, euh, qui est un porteur de balle qui est bon, alors qu'on pensait de grande taille, qui finalement n'est pas si grand que ça. Il a été mesuré à 1m92 au combine, ce qui est très bon pour un porteur de balle, mais il était annoncé à 1m96, 1m97, donc il y a une petite déception là-dessus. Mais, euh, mais c'est un joueur très talentueux qui peut faire énormément de choses offensivement, qui a le dribble, qui a, je pense, le meilleur passing de la QV. Je pense que c'est le meilleur passeur de la QV en termes de créativité, en termes de palette de type de passe qu'il est capable de faire. C'est un très bon driver, très bon finisseur, très bon shooter. Euh, il y a quelques défauts sur la sélection de shoot où parfois il prend quelques pull-ups à 3 points alors qu'il reste 20 secondes sur le chrono et qu'il est à 2 mètres derrière la ligne des 3 points. Tu te demandes pourquoi il a fait ça. Donc il y a un peu de voilà, faut épurer un peu le jeu sur la sélection de tir, mais sinon pour moi il a tout du porteur de balle qui peut être franchise player d'une équipe à qui on dit voilà c'est toi le patron de l'équipe, on te donne 30% d'usage, on te donne tous les ballons et on te laisse gérer l'attaque. Alors pas de façon très héliocentrique comme on peut l'avoir avec un Luka Doncic ou comme c'était le cas avec un Trae Young, mais voilà, je pense que ça peut être ce porteur de balle, cette option numéro un d'une équipe qui est très compétitive. Donc c'est pour ça que j'ai en numéro un. Pourquoi il est beaucoup plus bas dans la plupart des mock drafts et des boards qu'on voit? C'est parce qu'en fait il a des soucis de santé, notamment de dos. Il Ok. a des problèmes de dos assez récurrents qui lui ont fait louper d'ailleurs pas mal de matchs cette année. De mémoire, j'ai pas la fiche en tête, mais de mémoire, je crois qu'il a joué entre guillemets que 21 matchs cette saison, alors qu'en principe en NCAA, tu joues une trentaine, entre 30 et 35 matchs. Euh, donc voilà, il a loupé un tiers des matchs quasiment, ce qui est quand même pas rien. Et surtout, souvent, on a tendance à se dire que les problèmes de dos, quand tu as des problèmes de dos à cet âge-là, ça peut faire peur sur le long terme. Et
donc voilà, donc faut pas être étonné s'il descend plus bas à la draft. Je pense qu'il est attendu entre 6 et 10, je crois. Ouais. Euh, Moi, j'ai vu, en moyenne, il est annoncé 7 ou 8 à peu près. ouais, voilà. Entre les Kings et les Hawks, je crois, qui ont le pick 8 et certains l'annoncent pick 6 avec les Nets. Donc c'est vrai que par rapport à sa santé et ses problèmes de dos, ça malheureusement nous de loin, surtout en tant que scout amateur, où on n'a pas tout le dossier médical et tout ça, on ne sait pas quel est le vrai état de son dos. On voit pas mal de vidéos où il s'entraîne pendant le combine, où visiblement, vu comment il dunk, bah, le dos ça a l'air d'aller. Mais est-ce qu'il force, est-ce qu'il est sous médoc et que du coup il sent pas trop la douleur? Enfin, c'est très dur à dire de là où on est. Toujours est-il que je pense que si c'est un gars, si il est débarrassé de ses problèmes de dos, c'est un peu le problème qu'on a eu, je sais pas si tu te souviens à l'époque, de Michael Porter Jr., qui avait eu ce Oui, problème-là à la draft où il était tombé très bas parce que justement il y a des gros problèmes de dos, des vertèbres un peu en vrac. Et au final, alors son début de carrière était un peu chaotique à cause des blessures, mais au final, depuis le titre de Denver et tout ça, ça va faire 4-5 ans que finalement il joue toutes les saisons régulièrement beaucoup de matchs à un très bon niveau. Euh, donc voilà, donc moi je pense que Michael Brown Jr., c'est le gars, si il y a effectivement l'astérisque dos, blessure, s'il est débarrassé de ses blessures, je pense que ça peut vraiment être le meilleur joueur de cette QV, le plus gros potentiel du moins. Par contre, effectivement, il y a le risque blessure et du coup, j'entends si les gens le baissent un peu par rapport à ça. ok. C'est vrai que c'est un choix assez, on va dire, étonnant parce que quand on voit toutes les mock drafts, aujourd'hui, le numéro un à peu près, il est clair. A priori, c'est Heidi Dibansa qui serait numéro un, sauf si évidemment il peut se passer beaucoup de choses. Il y a des rumeurs d'ailleurs, on va y venir après, entre les Wizards qui ont le first pick et le Jazz. Mais a priori, si on part du principe que Heidi Dibansa est numéro un, elle se fait où la différence selon toi pour que ce soit lui qui soit numéro un et Peterson numéro 2? Bah, alors là encore, alors je pense que ça va être très bien pour la visibilité pardon, de ton podcast, mais du coup, moi j'ai plus Peterson devant Dibanza. Ok. Si je dois vraiment faire un choix entre les deux, j'aurais plus Peterson parce que je crois plus au potentiel de porteur de balle, de créateur primaire d'une attaque avec Peterson, parce qu'il a un toucher qui est probablement, enfin, qui est le meilleur toucher, la Ouais, meilleure finition je suis d'accord. de, de toute la QV. Euh, c'est un joueur qui a le shoot, qui a un bon driver aussi, euh, qui n'a pas l'agilité, la flexibilité du corps que peut avoir justement un certain Michael Brown Jr., mais qui est quand même, qui est quand même très fort pour aller sur ses spots et se générer des tirs. C'est un bon passeur, je pense que c'est un meilleur passeur que ce qu'on a vu en NCAA. J'ai eu la chance de pouvoir voir quelques matchs en AAU, donc à l'échelon lycée, où j'ai vu du passing vraiment, vraiment très intéressant. Et en fait, c'est là qu'est la différence. Pour moi, c'est dans le rôle que je le projette. Et en fait, j'arrive à projeter Peterson dans un rôle de franchise player, d'option numéro un d'une équipe. Là où Dibansa, j'ai du mal avec ça parce qu'en fait, il a pas mal de limitations dans la partie ball handling et création où son dribble, qui est pas mal pour un joueur de sa taille, mais qui est pas terrible, c'est très robotique, c'est très droit. Il arrive pas, je trouve qu'il est pas très bon dans les changements de direction, de les variations de vitesse dans son dribble. Il peut pas dribbler très bas parce qu'il a un centre de gravité très haut, parce qu'il est très grand, je crois qu'il fait 2,6 m, 2,7 m, un truc comme ça. Et il a une grande envergure en plus, donc voilà, il est très grand, son dribble est très haut, donc facilement interceptable. Quand tu dribbles haut, c'est plus dur de changer de direction, ou surtout quand tu changes de direction, tu le fais avec beaucoup moins de vitesse que quand tu arrives à dribbler près du sol. C'est pour ça qu'un joueur comme Kyrie Irving a un dribble aussi incroyable, c'est parce qu'il arrive à dribbler très près du sol, et c'est très dur de l'en empêcher, et il peut dribbler, enfin changer de direction et de vitesse de dribble très facilement. Et, Mm. euh, et donc voilà, et donc je pense que Dibansa, vu qu'il n'a pas le dribble pour créer l'écart, en fait, Dibansa, comment il se crée son tir? Très souvent, c'est grâce à un physique et des grands pas qui lui permettent, en fait, avec ses grandes jambes, de générer de l'écart et de prendre de la distance avec son défenseur. Parce qu'en fait, il fait un step back, en fait, il prend 2 mètres d'écart avec son défenseur parce qu'en fait, il a des jambes tellement immenses qu'en un pas, il arrive à se créer une grosse poche de tir. Ou sinon, l'autre option, c'est qu'il tire par-dessus un peu à la. Alors, je dis pas que c'est ce genre de joueur-là, mais un peu à la Kevin Durant, où en fait, il va se dire, bah, Kevin Durant, c'est un peu pareil. Il n'a pas le dribble et le drive pour accéder au cercle. Du coup, il se dit, bah, de toute façon, je suis plus grand que tout le monde, bah, je vais tirer au-dessus, en fait, tout simplement. Et Dibansa, il y a un peu ce côté-là.
où Ok. c'est comme ça qu'il se crée son tir, c'est en tirant au-dessus. Ok. Bah, tu vois, tout le monde met Dibanza numéro un, mais moi, perso, j'ai toujours dit que je mettais Darin Peterson numéro un parce que je trouve que c'est offensivement, c'est un monstre. Il est capable de tout faire. Moi, ça me choquerait pas s'il fait une saison rookie à 18, 19, voire 20 points de moyenne. Mais là, aujourd'hui, dans les mock drafts, tout le monde met Didi Banza numéro un. Mais il y a cette rumeur, justement, où Washington serait intéressé à l'idée de trade son first pick à Utah contre le pick 2 et Ace Bailey. Ça veut dire que si le trade se fait et que Utah va bien chercher AJ Dibonsa en first pick, on va avoir Darin Peterson et Trae Young sur le backcourt. J'ai un peu de doute là-dessus. C'est le seul point où je suis en train de me demander est-ce que c'est vraiment complémentaire, sachant que c'est deux joueurs qui aiment porter le ballon. Mais toi, je sais pas ce que tu en penses à l'idée de voir potentiellement un Darin Peterson du côté de Washington si le trade se fait. Alors déjà, de manière générale, je suis d'avis que quand tu draftes, surtout quand tu draftes dans le top 5, top 10, même Ouais, loterie, tu euh, draftes au talent. voilà, tu prends le plus gros talent et si t'es Washington et que t'estimes que le plus gros talent c'est Peterson, c'est pas parce que t'as Trae Young que tu vas pas le faire. Surtout qu'en plus, pour le coup, Trae Young est quand même plus vieux. Rien ne t'empêche de jouer un an comme ça et de retrade, de rééchanger Trae Young derrière. Tu pourrais avoir une bonne contrepartie si Trae Young fait une bonne saison. Donc ça, pour le coup, j'ai pas trop de problème avec ça. L'autre chose aussi, c'est que je trouve que Trae Young avait montré euh, par séquence enfin, je trouve que ces dernières saisons, il a quand même un peu progressé sur son jeu sans ballon. Et donc, il a montré qu'il était quand même capable de jouer un peu sans ballon. Et Peterson a montré, alors évidemment que là où il était à Kansas, il avait beaucoup de responsabilités offensives. Mais c'est un joueur qui a aussi montré qu'il était capable de vivre sans ballon, notamment à 3 points, d'être capable de se démarquer et d'être utilisé un peu comme catch and shooter à 3 points. Mm. Alors évidemment, si tu drafts Peterson en 2, enfin on va dire dans le le top 3 pardon, de la draft, c'est pas pour en faire un catch and shooter dans le corner, mais c'est pour dire que par séquence, il est capable, il peut vivre sans ballon. Après, évidemment, sa force principale, c'est quand même d'avoir le ballon dans les mains. Mais là, j'ai envie de dire, après, c'est au coaching staff et à l'ingéniosité du coaching staff euh, de mettre des séquences en place, en fait, pour réussir à faire vivre les deux ensemble. Euh, Moi, je trouve que cet argument de dire on a deux joueurs qui ont besoin du ballon pour vivre, du coup ça marchera pas. Bah, en fait, j'y crois pas trop parce que chaque saison, on voit des équipes qui ont soi-disant deux porteurs de balles qui ont besoin du ballon et enfin, on a vu Luka et Kyrie Irving, ils ont été en finale NBA alors que bah, c'est quand même deux gros porteurs de balles et pour le coup, Luka, s'il y a bien un joueur qui est meilleur avec le ballon que sans, c'est quand même Luka. Et ils ont quand même été en finale NBA, ils ont quand même eu une équipe très compétitive. On le voit là pendant les playoffs en ce moment. euh, les Cavs qui, même si ils dominent pas autant que ce qu'on pouvait s'y attendre, bah finalement Harden, Donovan Mitchell ensemble, ça marche très bien et pourtant c'est pareil, c'est deux joueurs qui ont besoin du ballon. J'ai ça, des exemples d'équipes qui ont deux joueurs qui ont besoin du ballon et qui fonctionnent très bien. Il y en a tout le temps. Je reprenais l'exemple de Luka, mais aux Lakers, c'est pareil avec Austin Reeves, avec LeBron. On a trois joueurs qui sont censés être meilleurs balle en main et ils arrivent à vivre ensemble et à être assez compétents. Donc ça, pour moi, c'est pas vraiment un problème. Et j'irais même dans l'autre sens, c'est que je pense qu'on est dans une NBA qui tend de plus en plus à faire la part belle aux équipes qui ont un maximum de joueurs qui sont capables de dribbler, passer, shooter, qui sont capables de faire un maximum de choses sur le terrain, la polyvalence offensive, et pas avoir juste un joueur qui est capable de dribbler et de créer du jeu, et les autres qui attendent gentiment pour shooter dans le corner ou près du cercle. Et on le voit par exemple, c'est entre autres ce qui fait la force de OKC. Enfin, moi je trouve ce qui fait la force de OKC, c'est qu'en fait, tu as Shai Gilgeous-Alexander évidemment qui peut créer, mais tu as du Jalen Williams. On voit que tu as AJ Mitchell qui est capable aussi de plus en plus de créer de l'attaque. Tu as Kayson Wallace aussi qui peut le faire. Enfin, on le voit de plus en plus, on le voit aux Spurs. Les Spurs, on n'a pas arrêté de dire ah mais ils ont drafté Harper alors qu'ils avaient drafté Castle, puis ils ont tradé pour Fox, puis ils ont Wembanyama qui prend aussi beaucoup le ballon. Oui, mais au final, ils sont en demi-finale de conférence et potentiellement peut-être en finale NBA. Et ça se passe très bien, enfin, en finale de conférence, pardon. Et ça se passe très bien en fait. Enfin, j'ai pas l'impression que les Spurs ça marche pas. Et pourtant, ils ont 3 4 porteurs de balles. Je pense que la NBA va de plus en plus tendre vers ce schéma où les équipes ont besoin de plus en plus de porteurs de balles pour être de plus en plus dangereux et pas dépendre que d'un seul ou deux porteurs de balles. Ouais. Donc voilà, donc tout ça pour dire que moi, j'ai pas de problème avec le fit Trae Young, Darin Peterson, surtout que Darin Peterson est un très bon défenseur, ce qui peut être
pas si mal que ça pour mettre à côté de Trae Young. Ça, c'est vrai. Ça, j'ai vraiment hâte si jamais ils sont alignés ensemble, je pense que défensivement, au moins, Trae Young aura une belle couverture derrière lui, parce que non seulement Darren Peterson défend bien, mais Bilal Koulibaly, s'il est titulaire, il défend bien. Alex Sarr défend bien aussi à l'intérieur. Donc, c'est sûr que Trae Young aura une belle couverture derrière. Dans ce top 3 de la draft, on a parlé d'Eddie Dibansa, de Darren Peterson. En 3, a priori, c'est Cam Boozer qui a annoncé. Ben, personnellement, parmi les joueurs qu'on voit dans le top 4-5, Cam Boozer, c'est le joueur sur qui j'ai le plus de doutes. Et si jamais on doit me poser la question qui va être le bust de ce top 3, moi je mets sur Cam Boozer parce que pour moi j'ai plein de red flags autour de lui. Moi je le trouve par exemple pas très mobile. Alors, tu me diras ce que tu en penses après ou si tu me trouves dur avec lui, mais je le trouve pas très mobile. Je trouve qu'il a pas de handle. Après, même si c'est un poste 4, aujourd'hui, pour les grands comme ça, qui ont ce profil-là, ils doivent être capables de dribbler un peu mieux que ça. Et la plupart de ces points, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup sur le post-up. Et en NBA, pas beaucoup d'équipes jouent avec beaucoup de post-up. Donc je sais pas quel est ton point de vue sur Cam Boozer, si toi aussi tu as ces doutes-là, ou si toi tu as plus de certitude sur Cam Boozer que moi. Alors j'ai ces doutes-là, et c'est ce qui fait que je l'ai assez bas par rapport aux autres. Par Mm. contre, sur Cam Boozer, en fait, il faut apporter pas mal de nuances parce que j'ai l'impression que c'est soit tu l'as tout en haut de la draft, et c'est annoncé comme un futur joueur générationnel, etc. Et si t'as pas le même avis, j'ai l'impression que tu es vite considéré comme un haters, comme si en gros c'était soit ça devient un prospect générationnel, soit ça devient un joueur qui dans 4 ans est plus en NBA. Et je pense qu'il y a de la nuance, il y a un juste milieu entre les deux, et moi c'est là-dessus que je le vois, c'est Cam Boozer, je pense que c'est le meilleur non-star de cette cuvée. C'est-à-dire que pour moi, j'ai deux, trois noms qui, selon moi, ont vraiment le potentiel pour devenir des superstars. Donc, on parlait de Peterson, potentiellement de Dibansa, de Michael Brown Jr. s'il n'a pas ses problèmes de blessure. Et derrière ça, pour moi, c'est vraiment le joueur parmi les joueurs qui sont attendus comme des excellents joueurs, mais pas des superstars. Pour moi, c'est le meilleur parmi ceux-là. Parce que là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'effectivement, il y a pas mal de limitations et ce qui fait que moi, je le projette pas comme une future superstar, future franchise player, etc. C'est que effectivement, il y a des limitations dans le dribble. Son dribble est très haut, très rigide. C'est quelqu'un qui a un centre de gravité très haut et qui n'arrive pas à le baisser, ouais, qui est pas capable de baisser son centre de gravité pour driver, pour dribbler. Son drive est pas bon, c'est beaucoup de tout droit, mais il est pas capable proposer autre chose en drive. Et surtout s'il y a quelqu'un devant lui, en fait là où il a été très fort en NCAA, et il le sera aussi en NBA sur certains mismatchs, mais beaucoup moins, c'est qu'en fait quand il arrive en drive, s'il y a quelqu'un devant lui, en fait il va mettre un coup d'épaule. Et vu qu'il pour le coup il a un physique vraiment de déménageur, en fait il fait reculer quasiment n'importe qui, même des pivots NCAA, il les faisait reculer. Et après, du coup, il n'avait plus qu'à finir au cercle ou sur un petit flotteur parce qu'il a un très bon toucher. Mais il n'est pas capable d'éviter le défenseur, de driver dans les petits espaces, de dribbler. C'est pas un joueur d'évitement et c'est pas un joueur qui est capable de vraiment d'apporter de la pression au cercle s'il reçoit pas la balle déjà près du cercle en fait. Ok. Et du coup, j'ai du mal à imaginer un joueur, un franchise player en Cam Boozer, dans le sens où j'ai du mal à imaginer une équipe qui va dire bah tiens, je prends la balle parce que j'arrive pas à imaginer Cam Boozer créer du jeu à partir de ça, étant donné qu'il va pas être capable de d'être comment dire, ça va être un bon scoreur, mais il va pas être capable d'apporter de la dangerosité parce que les équipes vont vite comprendre que bah en fait, s'il reçoit pas la balle près du poste, il va être incapable de s'approcher du panier s'il y a un défenseur devant lui parce qu'il n'est pas capable de driver, de dribbler. Donc du coup, l'option ça va être quoi? Ça va être bah on lui cherche une position poste bas, on lui file la balle et là pour le coup, Cam Boozer, une de ses grandes forces c'est quand même qu'il a un super bon passing et là du poste bas, il pourrait passer un peu comme fait des Sabonis ou des Şengün ou bon, toute proportion gardée des Jokic, voilà ce genre de hub offensif. Tu peux l'imaginer comme ça. Le seul problème, c'est que pour moi, le passing dépend énormément de ton scoring. C'est-à-dire que si Jokic il est si fort sur son passing, c'est parce qu'en fait, il est tellement dangereux au scoring que tu es obligé de doubler, Enfin, vous avez juste à regarder quand Jokic joue et qu'il a la balle. Regardez le visage des défenseurs adverses. Même ceux qui sont pas sur Jokic, regardent Jokic. Et du coup, c'est comme ça que tu peux avoir des cuts dans le dos, des cuts backdoor, que tu peux avoir un écran où le défenseur est en retard parce qu'en fait, il était focus sur Jokic, parce que Jokic est tellement dangereux, balle en main, au scoring, que tu es obligé de rester en alerte
pour venir faire une aide, pour venir le gêner quand il va prendre son tir, etc. Et c'est comme ça qu'après, derrière, tu peux avoir des micro-décalages et où lui, en fait, de par son passing et sa vision, va réussir à trouver cette extra passe incroyable. Ok. Et Cam Boozer, il a la partie passing qui est très bonne. Alors peut-être pas du niveau de Jokic ou Luka Doncic, mais qui est quand même très bonne. Mais vu qu'il n'a pas la dangerosité au scoring, selon moi, du coup, en fait, les défenses elles vont se dire bon bah, en fait, on a juste à bien défendre les autres, et lui, on peut le laisser en 1 contre 1. Alors sauf s'il y a une mismatch et qu'il se retrouve au poste bas face à un porteur de balle, face à un meneur de jeu tout petit. Mais sinon, bah en fait, on sait que au scoring, il n'arrivera pas à se créer son shoot lui-même parce qu'il n'a pas le dribble, il n'a pas le drive. Donc du coup, en fait, on a juste à couper les lignes de passe et du coup, ça anéantit ou du moins ça réduit la valeur de son passing. Donc, euh, donc voilà, c'est tout ça qui me fait dire que je pense pas que ce sera vraiment un créateur de premier plan, un créateur primaire d'une équipe compétitive. Par contre, pour le coup, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que je pense pas que ce sera un bust parce que pour le coup, il a des certaines qualités qui me font dire qu'en fait son niveau plancher est vraiment super élevé. Et en fait, dans le pire des cas, pour moi, le pire des scénarios avec Cam Boozer, c'est un des meilleurs role players de la ligue. Mais vraiment pas role player septième homme. Vraiment un peu à la Derrick White au Celtics. C'est vraiment t'as tes 2 stars dans ton roster, t'as tes 1, 2, 3 stars en fonction de comment ton roster est garni. Et derrière, en dehors de tes stars, c'est lui ton meilleur role player et potentiellement comme je le disais au tout début, la meilleure non-star de la ligue. C'est pour moi Boozer, il y a vraiment ce truc-là parce qu'il a la taille, il a le passing comme je disais et surtout il a le shoot en fait. Et pour son profil, c'est super important d'avoir le shoot. Parce que du coup, tu peux imaginer du pick and pop, tu peux l'imaginer dans le corner, tu peux l'imaginer dans plein de trucs, de séquences et d'actions possibles, où tu vois, tu peux l'imaginer en tête de ligne à 3 points face au panier, en hub offensif avec la balle dans la main, un peu comme ce que fait Sabonis souvent, et essayer de faire un dribble hand-off avec son meneur, par exemple. Et si le défenseur anticipe, il peut tout simplement garder la balle et shooter à 3 points, parce qu'il a cette menace de tir. Et vu qu'il a cette menace de tir, le défenseur va rester peut-être plus focus sur lui, et du coup il peut passer, il peut créer des décalages comme ça en fait. Donc c'est ça qui me fait dire qu'en fait son niveau plancher est trop élevé pour que ce soit un bust, je pense. Ok. Là, a priori, il est annoncé troisième. Donc, s'il reste à cette place-là, ce serait à Memphis qu'il irait. Mais est-ce que tu penses qu'il fit vraiment avec le système de Isalo, lui qui veut un jeu un peu plus, un jeu rapide, etc. Moi, j'ai l'impression que c'est Caleb Wilson qui fit un peu mieux avec ce que veut Memphis. Donc, est-ce que peut-être Memphis, enfin voilà, toi, si t'es GM de Memphis, est-ce que tu prends quand même Cam Boozer parce que tu te dis que, comme tu l'as dit, il a un potentiel pour être un super role player, ou est-ce que tu vas chercher Caleb Wilson qui a un profil complètement différent, mais qui peut-être peut t'apporter un style de jeu aussi différent. Bah, alors pour le coup, c'est vrai, bon, je vais refaire la petite parenthèse, mais c'est vrai qu'encore une fois, si tu piques aussi haut, tu piques le plus gros talent, si tu estimes que Boozer est un plus gros talent que Wilson, tu le prends. Par contre, effectivement, si on doit parler de fit, et moi par exemple dans mon board, j'ai Boozer et Wilson dans le même tiers. Donc c'est-à-dire que pour moi, alors ils ont pas les mêmes profils, les mêmes rôles, mais pour moi, ils ont le même potentiel, le même plafond, on va dire. C'est-à-dire que pour moi, je les projette comme deux des tout meilleurs role-players de NBA, mais je les projette pas les deux comme des stars. Et donc à ce moment-là, si je dois faire un choix entre les deux, effectivement, je trouve que Caleb Wilson, il a vraiment la tronche du prospect qui va finir au Grizzlies, parce que un athlète incroyable, très délié et qui fitterait très bien avec un peu ce que font les Grizzlies depuis quelques saisons. Enfin, en fait, quand on regarde, il y a un côté un peu Cedric Coward. Euh, alors, c'est pas du tout les mêmes joueurs, mais voilà, dans le profil d'athlètes, de surathlètes en fait que les Grizzlies aiment beaucoup drafter. Et donc pour le coup, oui, effectivement, je te rejoins, surtout sur du jeu rapide, comme les Grizzlies veulent prôner, surtout s'ils trade Ja Morant et qu'ils veulent vraiment partir sur un projet un peu plus jeune et tout ça. Pour le coup, je pense que Caleb Wilson pourrait très bien fitter là-dedans. Ouais. Et maintenant, c'est une question, celle-là, elle va me faire plaisir parce que l'un de mes deux chouchous dans cette draft, et je vais parler de l'autre un peu plus tard, mais l'un de mes deux chouchous dans cette draft, et je sais qu'il est assez clivant,
Mais moi, c'est Darius Akeuf Junior. Moi, j'adore Darius Akeuf Junior, mais je sais que voilà, il a plein de red flags. C'est un mauvais défenseur. Certains le voient comme trop petit, etc. Mais pour moi, il a plein d'autres qualités. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ce joueur et tu le vois dans quelle équipe pour toi, dans quelle équipe il irait le mieux là, je crois qu'il a annoncé septième, donc a priori il irait à Sacramento. Mais est-ce que toi tu le vois à Sacramento, est-ce que tu le vois plus bas? Voilà. Alors, Akeuf, j'ai mis du temps à le regarder. Au début, j'aimais pas trop. Et au final, c'est vrai qu'il y a plein de choses à aimer. C'est pas forcément le ball handler, le guard que je préfère dans la QV, mais enfin, faut pas mentir, il y a quand même pas mal de choses à aimer. Il a l'air d'avoir un shoot qui est quand même assez incroyable. Ça a l'air d'être un bon passeur. Euh, J'aime pas trop le drive et la capacité à finir près du cercle. Je trouve que c'est pas un très bon finisseur. Au niveau de la taille, moi j'avais ça au début, où je me disais, en plus il a l'air petit, et au final il y a eu les mesures au combine, et alors effectivement il est pas très grand, mais il est pas beaucoup plus petit que les autres porteurs de balles de la QV, enfin pour la plupart, je crois qu'il a été annoncé à, si j'ai pas de bêtises, 1m90, Ouais. 89, un truc comme ça, et il me semble que c'est plus ou moins à quelques millimètres près, on va dire, c'est plus ou moins la même taille que des LeBaron Philon ou des Kingston Flemings. Je Mm. crois qu'ils font exactement la même taille avec Kingston Flemings, par exemple. Je crois à peut-être un centimètre près. Mais par contre, Darius Akef, il a une envergure de fou. Donc ça, par contre, ça peut être assez intéressant. Par contre, effectivement, et ça, c'est un peu dommage quand on voit son envergure, c'est que défensivement, je pense, pour le coup, avec un certain Bennett Steers, je pense que c'est le pire défenseur de la QV. Ah ouais, Euh, du moins dans les porteurs de balles, enfin, du moins dans ceux que moi j'ai scouté une trentaine de noms ouais, un peu plus avec certains qui retournent à la fac. Euh, je pense que c'est un des plus mauvais défenseurs que j'ai vu de la QV, ouais. ouais, ouais, c'est Et assez largement. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que dans son gabarit, tu vois, il fait un 89, par exemple, un Brunson fait un 88, c'est pas un très bon défenseur du tout. Mais en fait, il a tellement d'autres qualités que justement, si tu arrives à bien l'entourer, ça se trouve que ça va devenir une superstar. Sauf que je sais pas, en fait, j'ai du mal à imaginer quel est son plafond max. Mais ouais, dans le profil, avec la taille qu'il a, un 89, moi, il me fait penser à Brunson. Il a plein de qualités, mais défensivement, c'est une passoire, quoi. Oui, bah après, ce serait pas, comme tu disais, tu as pris l'exemple de Brunson, mais bon, il y en a un paquet, des Ja Morant, des Trae Young, je veux Oui. dire, ça serait pas le premier porteur de balle qui devient All-Star et pourtant qui a une tanche en défense, hein. Pour le coup, ça, enfin, on sait comment est la NBA actuellement, même si, alors je veux pas du tout dire qu'il y a plus de défense en NBA, loin de là, mais on donne quand même beaucoup plus la part belle à l'attaque, surtout quand je trouve que les coaching staff en NBA sont de plus en plus ingénieux pour cacher les mauvais défenseurs. Donc non, ça pour le coup, moi j'aime pas du tout sa défense et enfin c'est un fait, hein, du moins moi je trouve que c'est un fait que ce soit un mauvais défenseur, mais c'est pas pour autant que je pense qu'il réussit. Enfin, s'il réussit pas en NBA, je pense pas que ce sera à cause de sa défense. Euh, je pense que ça peut être à cause de sa capacité à driver, à finir près du cercle et à vraiment apporter la pression au cercle. Ça, c'est possible. Et son dribble qui est pareil, que je trouve pas qu'il ait un si bon dribble que ça. Mais il y a quand même il y a quand même un potentiel. Il y a quand même un potentiel de porteur de balle d'une équipe, porteur de balle assez efficace. Je pense par contre que c'est parmi tous les porteurs de balle qu'on a là en début de QV, donc les Peterson, Flemings, Keaton Wagler, etc. Je pense que c'est celui qui a le plus bas plancher et alors plus haut plafond, je sais pas, mais le plus bas plancher, du moins le qui serait le plus sujet à l'environnement en fait, qui va énormément dépendre de l'environnement dans lequel il tombe. Et lui, pour le coup, tu parlais de boomer bust avec Boozer. Je pense que dans le top 10 de la draft, si je devais mettre un boomer bust, une étiquette de boomer bust sur un des prospects, ce serait sur lui. Ouais, non, je peux comprendre. Parce qu'il a un profil, comme je l'ai dit, hyper clivant. Et si jamais il tombe à Sacramento, mais qu'il tombe dans un environnement de Sacramento où c'est du grand n'importe quoi, ben ouais, je peux comprendre. Je peux Parce qu'en fait, comprendre. je trouve qu'il y a beaucoup de prospects, pour rester un peu sur le même profil de porteur de balle. On parlait là des Wagler, des Flemings, la Baron Philon, etc. En fait, c'est beaucoup de joueurs où j'arrive à me dire, ok, si jamais ça marche pas, ce rôle de porteur de balle primaire, de créateur primaire d'une équipe, j'arrive à les projeter dans un rôle de connecteur avec un peu plus de jeu off-ball, etc. Ouais. Sur d'autres.
avec un peu moins de responsabilité offensive. À Keuf, j'ai l'impression que si ça marche pas en tant que numéro un d'une équipe, j'arrive pas à le projeter dans un scénario où il a un rôle de connecteur et un peu plus de role player en fait. Moi, je peux le voir, si ça marche pas, je peux le voir dans un profil le sixième homme à la Cam Thomas, quoi. Un gars qui sort du banc et qui un energizer, un pétard en sortie de banc qui va te mettre 10 points en 2 minutes, mais par contre, il défendra pas. Un peu comme un Cam Thomas a pu le faire à Brooklyn et l'avait fait à ses débuts à Milwaukee. Moi, je peux le voir dans Ouais, ce rôle-là aussi, mais pas plus, ouais. oui, puis au final, on a vu que Cam Thomas il s'est fait couper par les Ouais. Bucks en cours de saison alors que les Bucks ils étaient en train de tanker et que Cam Thomas n'est pas si vieux que ça, donc on aurait pu se dire bah ils peuvent le garder pour essayer de le développer. Donc bon, là, la preuve que bah, même le profil Cam Thomas en 2026 ça n'a Ouais. pas énormément de valeur en fait. Ouais. Je suis d'accord. Mais tu vois, là, tant qu'on est sur les guards, il y a deux équipes aussi qui peuvent être intéressantes à voir. C'est les Clippers, du coup, qui ont eu cette chance et qui ont le cinquième pick. Et aussi, tu as Brooklyn derrière en pick 6 qui sont eux un peu, par contre, les perdants de cette loterie. Les Clippers, ils ont déjà Garland à la main, mais ils peuvent aller chercher un Keaton Wagler. Moi, je pense que défensivement, et comme c'est un joueur qui, lui pour le coup, je pense, peut vraiment bien vivre off-ball, laisser aussi le ballon à Kawhi et à Darius Garland, etc. Je pense que Keaton Wagler, ce serait le profil le plus logique pour moi à ces Clippers. Je sais pas ce que tu en penses. Et puis après, on va parler, je pense, des Nets qui ont le pick 6. Il y a beaucoup de meneurs. Donc, si tu es Brooklyn, qui tu vas chercher Est-ce que tu vas chercher un meneur? Est-ce que tu essaies de trade up pour essayer d'aller chercher plutôt un intérieur, sachant que tu as déjà Igor Demin, Nolan Traoré, Ben Saraf. Voilà, je sais pas quel est ton avis dessus. Bah, alors sur les Clippers et le fit avec Wagler, pour le coup, ça peut être assez intéressant. Ouais. J'aime bien le profil de Wagler, surtout j'aime bien la taille. En fait, j'aime beaucoup les porteurs de balles grands. Et lui, pour le coup, Wagler, je crois qu'il a été mesuré à 6,5, il doit faire 1,96 m, Moi, 97, un truc comme ça. c'est écrit, moi, je l'ai à 1,98. Après, je sais pas si, Ou ouais, peut-être. 1,98. Faut regarder les mesures du combine sont sorties, mais en tout cas, il est un peu en dessous des 2 mètres. Et alors, j'aime beaucoup les porteurs de balles qui font quasiment 2 mètres ou juste un peu moins. Parce que en fait, ça t'apporte énormément d'avantages sur le passing, bah, sur le shoot. Évidemment, tu peux shooter au-dessus de beaucoup de défenseurs parce que en principe, si tu es un porteur de balle, tu es très souvent défendu par un autre porteur de balle, enfin par le porteur de balle adverse, et qui lui souvent va plutôt faire 1,88 m, 90, et du coup bah faire quasiment 10 centimètres de plus que lui pour le shoot, pour plein de choses, c'est un gros avantage pour le passing aussi, parce que du coup tu peux faire des passes au-dessus du défenseur, tu peux trouver des lignes de passe que des joueurs 10 centimètres plus petits n'ont pas forcément Mm. et des angles de passe plus intéressants. Euh, donc ouais, Wagler, j'aime beaucoup. Il y en a beaucoup qui doutaient un peu de son tir. Il a l'air d'avoir développé un vrai tir. Et ça, pour le coup, effectivement, aux côtés de Garland, et qui, pour le coup, Wagler, je pense que c'est pas forcément le meilleur profil qui peut jouer off-ball, même s'il peut le faire. Mais surtout, bah, Garland peut le faire. Parce que Garland, on l'a vu Oui, avec aussi. Donovan Mitchell aux Cavs, Garland peut le faire. Euh, Kawhi Leonard peut un peu le faire, même si évidemment, quand tu as Kawhi Leonard dans ton équipe, je pense que tu essaies de lui donner quand même pas mal de ballons. Mais ça, pour le coup, je vois pas de problème de fit. Wagler avec les Clippers, effectivement. Pour le coup, tu peux avoir de la longueur là avec Kawhi et Wagler côte à côte. Je pense que les deux, ils tendent les bras. Je pense qu'ils doivent couvrir facile la moitié du terrain. Je pense qu'ils. Surtout qu'en plus, Keaton Wagler, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que comme il est pas très vif sur les appuis, il va se plaire parce que les Clippers, ils jouent sur une pace qui est assez lente, donc il va se plaire dans ce style de jeu sur un peu plus posé, etc. Je pense. Oui, après, faut voir enfin, qui sera le coach des Clippers l'année prochaine. Est-ce Ouais. qu'ils vont garder Kawhi ou est-ce qu'ils vont profiter d'avoir un haut choix de draft et d'avoir récupéré Garland qui est encore assez jeune pour trade Kawhi et essayer de repartir vraiment sur un projet, bah, un projet plus jeune de reconstruction, ce qui du coup très souvent veut dire pace un peu plus élevé, etc. Mais, euh, mais non, ouais, Wagler aux Clippers, ça peut être assez intéressant. Ouais. Ouais. Et du coup, pour répondre à ta deuxième question sur les Nets, Ouais, parce euh, qu'il y a beaucoup de meneurs, du coup, comme c'est une draft où il y a quand même pas mal de meneurs intéressants, est-ce que les Nets vont encore aller chercher un meneur en plus? Je pense peut-être à un Kingston Flemings, mais sauf que tu as déjà Igor Demin que tu dois développer, qui est un bon shooter, tu dois développer Nolan Traoré, tu dois développer aussi Ben Saraf, donc ça te fait 4 meneurs, 4 guards à développer, ça fait beaucoup quand même. bah, en fait, le truc, c'est que pour moi, l'argument comme quoi les Nets n'ont pas besoin de garde,
ou doivent pas en drafter. En fait, déjà, bon, encore une fois, ça va faire la troisième fois que je le dis, mais tu prends le plus gros talent dispo à la Oui. draft, pas le fit, encore plus quand tu piques dans le top 10, top 15, enfin eux en 6, tu vas pas te priver d'un potentiel futur top ball handler si tu y crois, sous prétexte que tu en as déjà deux ou trois dans ton roster. Je prends souvent ces exemples-là, mais tu vois, les Celtics, s'ils avaient réfléchi comme ça, ils auraient pas drafté Tatum. Parce qu'ils avaient Jalen Brown, à l'époque, je crois que tu avais sur les ailes, tu avais aussi deux trois bons ailiers. Donc voilà, il se serait dit, bah, on a déjà drafté Tatum, Jalen Brown l'année dernière, on va pas redrafter un ailier, on va pas prendre Tatum. Donc ça aurait été une erreur. Les Sixers n'auraient pas drafté Embiid parce qu'à l'époque, je crois que l'année d'avant, ils avaient drafté Nerlens Noel, si je dis pas de bêtises, et Nerlens Noel qui avait fait une super saison rookie. Donc là, il y a plein d'exemples comme ça qui montrent qu'en fait, non, draft le plus gros potentiel, même si tu as d'autres joueurs à ce poste-là dans ton roster, si tu estimes que celui que tu draftes est plus talentueux, va pas t'en empêcher en fait. Et surtout, je trouve que les Nets, ok, ils ont des gardes, mais je crois pas que leurs gardes, euh, bien qu'ils aient montré des choses intéressantes, soient à un tel niveau au point que tu te dises non, je vais pas prendre un Flemings ou un Michael Brown Jr. ou je ne sais qui. Enfin, je veux dire, j'aime beaucoup Traoré. Demine, j'étais un des gars qui était le plus chaud sur lui à la draft. Je crois que je l'avais top 5 de mon board l'année dernière. J'avais vraiment très haut. Euh, mais je pense pas qu'un front office sensé va se dire ah bon, j'ai Igor Demine, Nolan Traoré, Ben Saraf, du coup je vais pas prendre Michael Brown Jr. ou Flemings ou je ne sais qui sera dispo ou Wagler s'il est dispo à ce moment-là. Tu vois, Ouais. je pense, enfin, alors que je pense que un Brown ou un Fleming sont probablement à l'instant T déjà limite meilleurs que Traoré et Demine le sont après un an en NBA. J'exagère peut-être un peu, mais tu vois ce que je veux dire. C'est pas comme si les Nets ils avaient je sais pas, tu vois, par exemple, si c'était les Wizards et tu me dis ils ont Trae Young et puis un autre fort porteur de balle, bon, ok. Je veux dire, là, les Nets, bon, ils ont déminé Traoré, qui ont montré des belles choses. Ils ont pas non plus montré des trucs au point où on se dise, ah mince, ça va être des futurs All NBA, du coup, ce serait dommage de casser leur développement. Ouais, ok. Ok. Un autre joueur que j'aime beaucoup, mais qui, je pense, pour le coup, lui, sera beaucoup plus bas que ceux qu'on vient d'évoquer, c'est l'Allemand Hannes Steinbach. Moi, perso, j'aime beaucoup. Après, je sais que ce sera jamais une star. Enfin, je pense que moi, je le vois pas en tant que futur star. Je pense que personne ne le voit en tant que futur star. Mais perso, moi, j'aime beaucoup son profil parce que je trouve qu'il a quelque chose d'inhabituel pour un peu de son gabarit. Tu vois, il a un toucher de balle, il a des appuis que je trouve assez différents. Maintenant, je pense qu'il n'a pas forcément l'athlétisme qu'il faut pour être un pivot dans la NBA actuelle. Mais voilà, je sais pas ce que tu en penses d'Anne Steinbach. Moi, perso, c'est mon deuxième chouchou que j'ai dans cette draft-là. Ça peut être un style, je sais pas si ça peut être un style de la draft, mais ça peut. Si je dois en choisir un, je pense que je mets une pièce sur lui. Bah écoute, ce serait pas impossible dans le sens où pour moi, Steinbar, il a beaucoup, en fait, c'est beaucoup de flash qui peuvent vraiment, s'il confirme ces flashs qu'il a montré cette année, pour le coup, on peut vraiment avoir un joueur bah, vraiment qui peut finir, si on refait la draft dans 4-5 ans, on se dit, ah bah mince, Steinbar, c'est un des 7-8 meilleurs prospects de la QV en fait. Enfin, Ouais, un des meilleurs joueurs de la draft. Parce que c'est un joueur qui est, donc c'est un plutôt typé pivot, euh, qui est un protecteur de cercle correct. Moi, je sais que j'ai des amis avec qui on parle beaucoup sur la draft, enfin Flotix notamment, je sais pas si tu connais sur X, ouais, dis le qui nom, ouais. suit beaucoup et qui lui est très fan de Steinbar. Euh, Lui aime beaucoup la protection de cercle, moi je l'aime un peu moins. Par contre, c'est vrai que c'est un gros rebondeur, c'est le meilleur rebondeur de la QV. Et ça, pour le coup, ça a pas mal de valeur parce que dans la NBA actuelle, où on joue beaucoup la bataille des possessions, bah, pouvoir avoir un joueur qui va récupérer beaucoup de rebonds offensifs et surtout qui va en récupérer beaucoup aussi défensifs et du coup éviter que l'équipe adverse prenne beaucoup de rebonds offensifs, ça a beaucoup de valeur. On le voit par exemple avec les Rockets cette année, les Rockets qui ont complètement perdu leur niveau de jeu depuis que Steven Adams s'est blessé, alors que bah, on peut se dire bah mais enfin c'est Steven Adams. Je veux dire, t'as Kevin Durant, t'as Sengun, comment ton jeu peut dépendre de Steven Adams? Bah parce qu'en fait, le jeu des Rockets, ils ont pas de shooter. Ils se sont dit, ben nous, en fait, on envoie que des shoots et on a Steven Adams au milieu pour récupérer tous les rebonds quand les shoots Ouais. rentrent pas. Et le Mhm. problème, c'est que bah, du coup, si t'as plus personne pour récupérer les rebonds, bah, tu vas toujours prendre plein de shoots, mais vu que t'as toujours pas de shooter, bah, la différence, c'est que c'est les adversaires qui récupèrent tes shoots ratés.
Et donc, t'as pas de seconde chance, troisième chance, quatrième chance. Et donc, en fait, on voit que le rebond offensif et le rebond de manière générale prend de plus en plus de valeur dans la NBA récente pour justement cette bataille des possessions. Et donc là, déjà, Steinbar, il a ça. Donc ça, c'est une vraie qualité pour le coup. Par contre, il a aussi des flashs à la passe et au shoot. Et pourquoi je dis des flashs? Parce que c'était sur petit volume. On a vu deux trois trucs, mais c'était sur petit volume. Le shoot, c'était à confirmer. J'ai plus les chiffres en tête, mais je crois qu'il est à 33% à 3 points, un truc comme ça. Donc c'est pas bon en soi, mais c'est pas mauvais quand tu te dis que bah, on parle d'un joueur qui doit faire, je sais pas, il doit faire 2,10 m ou un truc comme ça, peut-être même un peu plus grand. Donc euh, donc voilà, ça reste quand même une qualité, ça reste des flashs, et en fait c'est là où je dis s'il confirme ses flashs, c'est-à-dire que si vraiment il devient un vrai bon passeur et enfin un shooter vraiment de niveau correct pour sa taille, bah là je pense qu'on a un intérieur qui prend beaucoup de rebonds, qui a le passing, et on sait à quel point dans la NBA actuelle le passing pour les intérieurs c'est super important, ça a beaucoup de valeur. Euh, et, euh, et en plus il peut shooter un peu à 3 points, bah là en fait t'as un peu t'as un profil assez, enfin, super intéressant. Ouais. À part Michael Brown Jr., dont tu nous as dit le plus grand bien, si tu dois choisir, allez, peut-être pas un style de la draft, mais si tu dois choisir trois styles de cette draft 2026, qui tu dirais? Hum, alors déjà, bon, qui dit style dit, ça dépend à quel niveau ils sont draftés, évidemment. Parce qu'un joueur qui est drafté top 5, c'est dur de dire que c'est un style. Ouais. Mais je pense qu'un Ademara, s'il est drafté hors du top 10, je pense vraiment que ça peut être un truc de fou. Ok, Parce ouais, c'est vrai que parce que c'est un joueur qui est immense, mais vraiment immense. Enfin, je crois que son standing reach, donc quand il lève les bras, il fait 3 mètres. ouais, Dans un sport où le panier est à un peu plus de 3 mètres, bah, ça aide quand même pas mal d'avoir un joueur qui, juste en levant les bras sans sauter, fait déjà 3 mètres quand même. Euh, mais c'est un très bon défenseur, c'est un très bon protecteur de cercle. Il a montré cette année de vrais progrès, parce que du coup, ça fait 3 ans qu'il est à la fac. Il était à UCLA avant pendant 2 ans. Et maintenant, cette année, il a été à Michigan, fraîchement champion NCAA. mm, Et il a montré cette année de vrais progrès sur sa mobilité, parce que c'était un peu ce qui faisait peur. C'est souvent ce qui fait peur chez les très grands comme ça. Et en fait, il a montré qu'il avait une mobilité qui était vraiment pas déconnante. Il a une envergure qui est immense, il peut couvrir tellement de terrain en défense, c'est impressionnant. Et surtout, il a un passing de fou en fait. Je pense que chez les bigs, oui, c'est assez clairement le meilleur passeur. Et en vrai, je pense qu'il a un meilleur passing que certains porteurs de balles. Son passing est vraiment impressionnant. Vous pouvez aller voir, vous tapez Ademara passe sur YouTube, vous tomberez sûrement sur des vidéos, des highlights, des trucs comme ça. Euh, c'est vraiment, il a une variété de passes pour un joueur de sa taille qui demande une certaine coordination du corps, coordination visuelle, etc. Je trouve vraiment incroyable. Et je pense que cette doublette un peu de rim protection, taille et passe à un tel niveau, pour moi, ça a une valeur incroyable en NBA. ouais. Et alors, ça sera pas euh, ton pilier de ton attaque en termes de création offensive. Par contre, je pense que ça peut être le pilier de ta défense qui, en plus, autour duquel tu peux générer un peu d'attaque de par son passing. Et on parlait l'autre fois avec deux trois gars avec qui on suit les prospects et on cherchait un peu une comparaison. Et alors la comparaison c'est toujours un peu le truc casse-gueule parce que souvent tu dis une comparaison d'un joueur et les gens si c'est pas pile ce joueur-là ils vont se dire ah ouais c'était n'importe quoi. Mais c'est un peu une sorte de. Et on se disait, bah, Ademara, en fait, il y a un côté un peu Rudy Gobert, mais avec le passing de Hartenstein. Ouais. Et Ouais, donc ça, bah, ce profil-là, en tout cas, je suis en train de voir la dernière mock draft de Yahoo, il est annoncé huitième, donc il serait chez les Hawks. Donc voilà. après, à voir, comme tu l'as dit, il sera top 10 ou pas, du coup. Mais voilà. Et du coup, si t'as un potentiel, je pense qu'avec Ademara, t'as un potentiel Deepoy, je sais pas, parce que ça dépend de plein de critères, mais euh, t'as un potentiel All Defensive Team, déjà. Et Ouais. offensivement, vu que tu as le passing en plus, en fait, pour moi, il doit partir en loterie, mais surtout, il doit partir top 10, en fait. Parce que je pense pas qu'il y ait 10 prospects qui vont être plus valuables que Ademara sur le long terme, en fait. Ok. Donc voilà, donc je dirais Ademara, s'il sort du top 10, je pense que ça peut être un vrai style. Euh, je dirais LaBaron Philon, parce que c'est un peu mon chouchou.
Ok. Labaron Philon qui a pas mal chuté, qui est un porteur de balle d'Alabama, euh, qui a pas mal chuté parce qu'en fait, alors il a fait une très bonne saison, mais en fait, il y en a beaucoup devant lui qui ont fait une encore meilleure saison. Et surtout, vu qu'il y a beaucoup de porteurs de balles dans cette QV, donc beaucoup de joueurs qualifiés de meneurs, on va dire, bah dans l'eau, il y en a pas assez pour tout le monde, forcément, il y a des perdants, et lui, il fait partie de ces perdants un peu, parce que on a pas mal de doutes sur sa capacité, notamment à réussir en fait, c'est un joueur qui joue beaucoup au-dessous du cercle, il n'est pas très vertical. Euh, alors, en dessous du cercle, je veux dire en termes de hauteur, en fait. Quand il va finir, c'est un joueur qui va finir en dessous du niveau du cercle et du coup, faut qu'il trouve faut qu'il arrive à se créer vraiment de l'espace pour pouvoir finir au cercle. Il faut qu'il trouve des angles à la finition qui sont toujours très compliqués parce que c'est pas un joueur qui est capable de finir au-dessus du niveau du cercle, soit via des dunks, soit tout simplement de pouvoir juste lâcher la balle. Et il y a des doutes sur son tir à 3 points, dans le sens où l'année dernière il shootait pas très bien, et cette année il s'est mis à shooter comme un malade, avec beaucoup de pull-up. Et du coup, forcément, on se dit, bah, est-ce que c'est peut-être pas juste une surchauffe en fait, et que c'est pas un joueur qui est si fiable que ça à 3 points. Et dans la NBA actuelle, être un porteur de balle si t'as pas le pull-up à 3 points, c'est quand même assez. Je veux pas dire que c'est pas impossible, mais ça t'enlève quand même une grosse corde à ton arc. Donc il a pas mal chuté, mais pour le coup, il a montré l'année dernière en saison freshman qu'il pouvait jouer à côté d'un autre porteur de balle qui était Mark Sears, qui est parti, je sais même plus où il est maintenant, il doit être en G League ou un truc comme ça, et, mais qui était un gros porteur de balle NCAA. Et du coup, la Barn Phylon, je pense qu'il a vraiment ce profil où tu peux essayer de le développer en porteur de balle primaire, mais si ça marche pas, il a montré qu'il était capable de jouer off-ball et qu'il pouvait devenir vraiment une option 2-3 d'une très bonne équipe. Donc pareil, lui, je pense que s'il sort de la loterie, je pense jusqu'en loterie, ça va, c'est un peu son range, mais s'il sort de la loterie, je pense que tu peux vraiment faire un coup très intéressant. Ok. Ok. Et un troisième, si tu veux que je t'en dise un troisième, là c'était un peu vraiment les deux que j'avais, qui pouvaient potentiellement tomber. En troisième, je veux dire, alors c'est pas forcément le joueur que je préfère, mais qui pourrait chuter à cause des blessures, ce serait Jaden Kentens, Oui, euh, toujours. Ouais. ouais, qui est le grand pivot de Kentucky, qui jouait à Arizona l'année dernière et qui lui a joué je crois qu'il a joué que 3 matchs cette année, parce Ouais, qu'il j'ai s'est fait noté opérer. 4 matchs joués, ouais. Ou 4 matchs, voilà, c'est ça. Mhm. Parce qu'il s'est fait opérer des croisés sur un genou et je crois qu'il y a eu une petite rechute et tout ça. Donc vraiment des trucs que t'as pas trop envie de voir et qui font toujours un Ouais. peu peur chez les jeunes et encore plus chez les jeunes pivots avec un physique comme ça. Mais pour le coup, t'as potentiellement un des meilleurs défenseurs de la QV, un des meilleurs protecteurs de cercle. Et en plus, c'est un pivot qui est capable de dribbler un peu, de faire un peu de drive. Donc ça peut être super intéressant. Mais pour le coup, lui, où est-ce qu'il va tomber, c'est une énigme parce qu'en fait, ça va dépendre de son physique. Et en fait, je pense que s'il a vraiment, t'as zéro crainte sur ses blessures, il doit partir loterie, voire top 10. Sauf que vu qu'il y a des craintes sur son genou, on ne sait même pas s'il est encore bien revenu. Il a joué que 2 matchs cette saison, enfin 4 matchs cette saison. Il y a moyen qu'il sorte de la loterie et là potentiellement ça peut devenir on peut en reparler dans 4-5 ans en se disant comment ça se fait que ce gars, un peu à la Rudy Gobert, comment ça se fait que ce gars qui est sorti fin de premier tour, il est 2 fois deep quoi. Ouais. Ok. Donc voilà. Ok. Eh ben, écoute, je te remercie. C'était une très belle discussion là sur la draft 2026. J'espère que on va avoir de belles surprises dès la saison prochaine. Mais en tout cas, moi, je suis très très hype. Je sais pas toi, mais je suis très hype de voir quelles équipes va choisir, quels seront voilà, qui seront les meilleurs rookies la saison prochaine. Parce que là, je pense que la course au Roy, déjà que cette année, elle était serrée entre Cooper Flag et Con Knuppel. Là, je pense que l'année prochaine, ça va être une course ça peut être une course à 4 ou 5. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ça. Ah oui, bah, de toute façon, c'est vrai que c'est un peu la particularité de cette cuvée par rapport notamment à celle de l'année dernière. C'est que pour le coup, celle de l'année dernière, il y avait vraiment Flag et un peu en dessous Harper et après les autres. Là, cette Ouais. année, l'avantage de cette cuvée, alors c'est un avantage ou un inconvénient, ça dépend dans quel prisme on regarde ça, mais c'est que en vrai, il n'y a pas vraiment de numéro un qui se détache. Et d'ailleurs, vous avez qu'à regarder, si vous traînez un peu sur X et vous regardez tous les gens qui font des boards relativement sérieux, en fait, vous allez voir que il y a du Boozer numéro un, il y a du Edgy Dibonsa numéro un, il y a du Peterson numéro un, du Michael Brown. Il y a, en fait, il n'y a pas un top 5 pareil. Ouais. Parce qu'en fait, de 1 à 5, voire même de 1 à 7, 8, quasiment.
presque tous les noms sont interchangeables et il n'y a rien de choquant en fait. Donc c'est vrai que ça va être super intéressant de voir qui va réussir parce qu'en fait on le sait dans le lot, ils vont pas tous devenir des All-Stars. On sait qu'il va y avoir des busts et pas forcément des busts parce qu'en fait on s'est trompé, ils n'avaient pas le potentiel, mais aussi parce que euh, il y a énormément de facteurs qui déterminent la réussite d'une carrière d'un joueur et il n'y a pas que son talent au basket. Il y a aussi l'environnement dans lequel il tombe, l'environnement familial, l'environnement professionnel, donc quel coaching staff, quelle équipe il a autour de lui, quel entraîneur, est-ce que le proprio veut bien lâcher un peu d'argent pour essayer de construire une vraie équipe, est-ce qu'on s'en fout et on les laisse jouer comme ça et il n'y a pas vraiment de projet de développement, est-ce qu'il y aura des blessures ou pas, enfin il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte et donc voilà, donc faudra pas venir dans 2-3 ans et dire ah mais lui vous avez dit que c'était une star, en fait ça n'est pas devenu une. Faut regarder, ça se trouve il y a des choses qu'on n'avait pas vues ou qu'on avait mal interprétées, mais il y a aussi beaucoup de fois où en fait c'est juste qu'il est pas tombé, il est tombé au mauvais endroit au mauvais moment en gros. Ouais. Ouais, il y a le contexte qui joue beaucoup aussi Ouais, chez les jeunes joueurs. Mais en tout cas, je te remercie d'être venu. C'était très cool de discuter draft avec moi. Ça faisait très longtemps d'ailleurs que je voulais faire un épisode, mais j'attendais le bon moment et la bonne personne. Donc je suis très content que tu sois venu. Je le rappelle pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller voir Envergure. Je pense que là, on va entrer dans la période, on est un mois avant la draft. C'est le moment ou jamais d'ailleurs pour s'intéresser à qui seront les plus gros cracks du basket de demain. Donc voilà, donc merci à toi d'être venu et puis n'hésitez pas à aller voir ce que fait Titouan sur Twitter. Je mettrai, c'est quoi ton compte X? c'est wow, Cronier _ Titouan je crois, si j'ai Ouais, pas de voilà. bêtises. En Je tout crois que cas, c'est ça. je le mettrai dans la description de l'épisode si les gens ont envie d'aller voir ton travail, tout ce que tu fais et ce que tu fais chez Envergure. Bon, je te remercie d'être venu, c'était cool. Ouais, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à donner votre avis sur le sujet en commentaire. Fadeaway est disponible sur tous les réseaux, Insta, X, TikTok, mais aussi sur YouTube. Encore merci de m'avoir écouté, restez branchés pour la suite. À très bientôt sur Fadeaway. Anthony for three.